Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Qui n'y est pour rien. Qui n'y est pour rien. Ça veut dire quoi, qui n'y est pour rien? Eh bien, c'est très simple. La commissaire à la santé, la Commission européenne, Stella Kyriakides, a dit: le président de la Commission n'a été impliqué dans aucune négociation de contrat. Je l'ai déjà dit et je le redirai. Or, à la commission parlementaire était présente Virginie Joron. Bonjour Virginie Joron. Bonjour. Bonjour, vous êtes députée européenne, je le rappelle. Identité et démocratie, vous étiez en train d'interroger, enfin vous avez interrogé Stella Kyriakides. Auparavant, Virginie Joron, je voudrais vous faire écouter, et écouter à nos auditeurs, un petit fragment de l'entretien que j'avais eu il y a un mois avec Didier Raoult, avec le professeur Didier Raoult. Et à un moment donné est survenue la question des entretiens, des rapports avec Pfizer et la Commission européenne. Écoutez. Quand on découvre que la corruption est un des paramètres, Pfizer a été condamné entre 13 milliards et 20 milliards de pénalités aux États-Unis ces dernières années. Alors si on découvre maintenant que Pfizer est susceptible de donner des corruptions, et si on trouve normal que la présidente de la Commission discute toute seule avec Pfizer sans témoin... Les SMS de Bourla et de von der Leyen, oui, c'est devenu culte. Moi, je trouve que, si vous voulez, c'est ce fiche du monde de dire, mais enfin, vous êtes complotiste de penser qu'il y a de la corruption, c'est vieux comme le... Alors, il y a de la corruption, Virginie Joron, mais vous avez vu, là, Stella Kyriakides qui dit, mais pas du tout, la présidente de la Commission. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lundi? Oui, c'est la saga von der Leyen-Gate qui continue. Hein. Alors, on s'attendait à tout, vraiment, à tout durant ces différentes auditions, mais surtout pas à cette nouvelle sortie de la part de la commissaire à la santé, Kyriakides, qui jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu d'éléments qui ont dénigré le fait que Mme von der Leyen était à l'œuvre de ces négociations. Monsieur Raoult a raison de rappeler qu'il y a eu de la corruption aux États-Unis, mais ici aussi, dans l'Union européenne, il y a des cas qui ont été soulevés par Pfizer dans différents États membres où il y avait effectivement des cas de corruption. Mais pour revenir à notre dossier, ce qui est vraiment pour moi important dans cette saga, c'est de voir cette diversion, j'ai envie de dire, de la communication de la Commission. Et pour cause. Vous êtes tous au courant de ce dossier, 71 milliards d'euros, 4,6 milliards de doses, un travail depuis presque un an et demi par rapport à cette commission, où on a eu différents intervenants qui nous ont tous donné des éléments concernant cette mauvaise gestion de la part de la commission, notamment le rapport de la Cour des comptes. C'est pas moi, c'est pas Monsieur Raoult qui le dit, ce sont des fonctionnaires européens qui sont mis en place pour contrôler la Commission dans l'article de l'article 48 à 50 dans ce fameux rapport. Ils disent bien que Madame von der Leyen, la présidente de la Commission, a mené les négociations préliminaires ayant pour objet un contrat de Pfizer. Oui, c'est dit très clairement, c'est dit noir sur blanc par la Cour des comptes. Noir sur blanc, donc c'est eux qui le disent, ce sont donc des gens qui ont une légitimité pour faire ce travail, donc s'ils en ont conclu, s'ils l'ont écrit noir sur blanc, c'est qu'ils ont les éléments pour. La médiatrice idem, elle aussi dans son rapport du 26 janvier 2022, elle indique qu'il y a eu un problème de négociation et qu'elle voudrait avoir accès aux SMS entre M. Bourla et Mme von der Leyen. Donc ça aussi, c'est un rapport établi par cette médiatrice qui a aussi une certaine légitimité et une autorité. Et elle est aussi là pour contrôler la Commission qui, elle, met en œuvre le budget de l'Union européenne. En parallèle, on a aussi la procureure européenne qui a ouvert une enquête. Et en plus, ce qui est intéressant quand je reprends ce dossier, c'est qu'on a la réponse de la Commission suite à ce rapport qui félicite la Cour des comptes qui a fait ce travail et elle dit bien qu'elle va suivre ses recommandations. À aucun moment, quand la Commission elle avait l'opportunité de s'exprimer, notamment au regard de cet article qui met vraiment en cause Mme von der Leyen, ça n'a pas été écrit. Donc là, lundi après-midi, Mme Kyriakides, comme ça, tranquillement, nous balance, parce que pour moi, elle nous balance comme ça, mais arrêtez de nous poser ces questions, en fait. Hein, c'est ça hein, le message. Oui, ça n'existe pas, Arrêtez de nous poser Exactement, arrêtez de nous poser des questions, vous nous fatiguez, Madame von der Leyen n'est pas, est plus blanche que blanche, elle ne faisait pas partie de négociations,
Donc, passons à autre chose. Moi, j'ai envie de dire, c'est un message catastrophique de la part de cette institution. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une défiance des citoyens contre toutes les institutions qui sont censées représenter le peuple, qui sont censées donner la bonne, le bon exemple. Et là, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2 jours, encore une fois, c'est se foutre de nous en nous disant que tous ces rapports, tout ce travail, finalement, arrêtez, circuler, il n'y a rien à voir. Donc c'est scandaleux. On l'a rappelé à l'issue de cette audition. Ouais. Je rappelle que cette audition, il y avait les 2 personnages clés de cette gestion de la stratégie de l'Union européenne par rapport à la vaccination. 2 personnages clés, c'était donc bien cette commissaire européenne, Stella Kyriakides, et l'autre qui a signé ces contrats. Oui. Et le 2e élément clé, c'est Emer Cook, la directrice de l'agence du médicament européen, de l'agence européenne du médicament. Ah oui, l'agence européenne du médicament, oui. Qui a donné l'autorisation en moins de 10 jours à Pfizer en décembre 2020 pour alimenter toutes les officines pour vacciner le peuple. Donc on avait ces 2 personnages clés. Et pardon, je vous assure. Oui, allez-y, pardon. 2 personnages clés qui, en fait, lors de ces auditions, n'ont pas répondu ou sont soufflés, ou encore, Madame Emer Cook, quand on lui pose la question de savoir combien de morts ils ont répertoriés dans leur fichier, même ça, elle n'est pas capable de nous donner ces chiffres. Donc il y a un déni, un mépris, et là, on est en train de réfléchir à aller plus loin, parce que c'est vraiment grave la sortie de Madame Kyriakides, parce qu'elle remet en question le travail des parlementaires. Oui. Donc là aussi, mais ça on le savait, qu'ils s'en fichaient un peu de nous. Oui, mais à ce point affiché, parce qu'elle dit il n'y a rien, non, tout va bien. Von der Leyen n'est pas impliquée, elle connaît pas. Elle n'est pas impliquée. Ouais. Elle remet en question le travail de la Cour des comptes. Oui. Mais alors justement, Virginie Geron, à propos de la Emer Cook, de la représentante Emer Cook, vous en avez parlé, vous lui avez adressé, vous lui avez dit, en fait, cette agence européenne du médicament, elle est financée à quel niveau par les laboratoires pharmaceutiques? C'est ça. Ben oui, ça aussi c'est un scandale. 86% de leur budget, c'est financé par des laboratoires. Donc j'ai posé la question, combien vous avez pris de la part de ce laboratoire? Parce qu'on peut se poser des questions. Pfizer, quand on regarde un petit peu la chronologie de la mise sur le marché du vaccin, entre la déclaration en janvier 2020, comme quoi on savait quel était le virus, la déclaration de Pfizer qui dit voilà, on va commencer les études, la phase 3 qui commence en juillet 2020, et puis en début décembre, ça y est, hurrah, on a notre vaccin, et en 10 jours, on a l'autorisation de l'EMA. Et ce qui est intéressant, c'est dans le document où il y a l'autorisation de l'EMA, on voit bien qu'il y a les études de Pfizer n'ont pas été produites. Donc c'est aussi, là aussi, un blanc-seing, un chèque en blanc qui a été fait pour Pfizer. Donc on se retrouve avec tout ce travail, 1 an et demi, des auditions, avec des experts, avec Bourla qui n'est pas venu. Et puis je rappelle un élément important pour Mme Kyriakides. Vous vous rappelez, M. Bourla devait venir 2 fois. Oui. Il n'est pas venu. Et la dernière fois qu'il devait venir, 2 jours après, en regardant Twitter et d'autres réseaux, sur d'autres réseaux, on voit que Mme Kyriakides est dans les bras de M. Bourla à Washington. Donc vraiment... C'est vraiment se foutre de nous. Monsieur Bourla a eu dans ses bras Madame von der Leyen et puis Madame Kyriakides. Et écoutez, c'est un don. Ça fait beaucoup, hein. C'est un don juan. Mais dites-moi, Virginie Geron, il y a quelque chose quand même. On dit, mais là, on a vu un titre, Ursula von der Leyen blanchie. Mais alors, dites-moi, le Parlement européen, il peut rien faire? Il prend acte de ce qu'a dit Madame Kyriakides et ça s'arrête là? Et votre commission, qu'est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui? La commission, j'ai envie de dire, elle peut rien faire parce qu'elle est pilotée par des gens qui n'ont pas envie de faire grand-chose. On le voit bien quand je regarde le rapport, parce que cette commission, elle va bientôt se terminer, elle est censée produire un rapport qu'on va voter en plénière, 39 pages, que du bullshit. Désolée de parler comme ça. Ouais, c'est 3 articles sur la transparence. Quand on regarde l'article sur la transparence, où là on devrait avoir en tout cas des éléments pour demander à la Commission d'appliquer des règles plus claires. Et c'est surtout, moi j'ai demandé, parce que j'ai déposé plus de 300 amendements, qu'à partir de 6 mois après la mise sur le marché des vaccins, ou avec un contrat d'achat auprès des labos, que ça soit public, que ça tombe dans le domaine public. Parce que bien sûr, qu'on ait les contrats, qu'on ait les contrats. Mais... s'ils n'avaient rien à se reprocher, là, aujourd'hui, pourquoi ils continuent à persister à ne pas publier ces éléments? Ça fait plus de 3 ans. On devrait savoir le prix de la dose. Bien sûr. Là, en ce moment, le problème, c'est que toutes les informations qu'on a autour de ces renégociations de contrats, puisqu'il y a des renégociations, puisqu'ils se retrouvent
avec un surplus de stock. Oui. Ça, on ne l'apprend même pas par la surplus commission. De stock, oui. Ouais. On ne l'apprend même pas lors de ces commissions, on l'apprend par la presse. Ouais, donc ça aussi, c'est dingue. Et je vous dis, donc, ce rapport qui est creux, on se demande d'ailleurs s'il n'a pas été rédigé par quelqu'un d'un laboratoire, donc ne fera rien. Par contre, on est en train d'étudier d'autres pistes, parce que cette commission qui finalement se fiche des parlementaires, se fiche des institutions qui sont là pour contrôler, qui sont là pour contrôler le budget de l'Union européenne. Donc, et le Parlement, Virginie Joron, est-ce que le Parlement dans son ensemble, est-ce qu'il est réticent à réagir, ou la majorité du Parlement, en fait, soyons clairs, il y a des gens comme vous, et il n'y a pas que vous, et heureusement, qui se battent courageusement pour la transparence, la vraie transparence, mais est-ce que la majorité du Parlement, très franchement, elle a envie de remuer le marécage, de remuer de secouer le cocotier, ou pas vraiment? On a deux exemples. On leur a proposé via la commission d'enlever les badges de Pfizer et d'auditionner Madame van der Leyen. Et ça s'est décidé en conférence de présidents, donc présidents de groupes différents qui représentent donc ce Parlement. Ouais. Et bien en commission Covid, on était presque à l'unanimité d'accord, à part le PPE, donc c'est dedans sont intégrés la droite, les LR, et Renew, donc les macronistes. C'était les deux seuls qui s'étaient opposés. Mais nous étions majoritaires, donc en commission Covid, on a pu demander ces deux sanctions symboliques, certes, mais importantes, qui démontrent aussi que c'est un sujet qui nous tient à cœur et qu'on défend. Et bien en conférence des présidents, ça a été donc retoqué. Donc nos demandes ont été mises de côté. Donc ce qui veut dire qu'on ne peut pas attendre grand-chose d'une partie des parlementaires. Mais par contre, voilà, ce qui compte, c'est qu'une partie, peut-être infime, puisse mettre devant le fait accompli. Là, on est en train de réfléchir, je vous le dis, sur d'autres pistes, comme une motion de censure, parce que c'est peut-être un outil qui pourrait être utilisé pour les avertir qu'attention, là, c'est se foutre de nous une partie des parlementaires, mais c'est aussi, comme je l'ai dit, le plus grave, c'est la remise en question de cette Cour des comptes. Mais la motion, contrôler le budget de l'Union européenne. Oui, c'est assez extraordinaire. En fait, cet exécutif, c'est-à-dire la Commission européenne, fait ce qu'elle veut face au législatif, c'est-à-dire le Parlement européen. C'est ça. Ils sont intouchables. C'est un peu aujourd'hui la conclusion. Intouchables. Et il n'y a pas de contre-pouvoir. On pensait qu'il y en avait avec cette Cour des comptes. On pensait qu'il y en avait avec cette médiatrice européenne. On pensait qu'il y en avait avec ces parlementaires. Et en fait, non. On se rend compte que et c'est pas anodin cette sortie de Madame Kyriakides, parce que finalement c'est pas anodin, parce qu'elle remet en question tout le travail qui a été fait en amont, un vrai travail et qui a été salué d'ailleurs au départ par la Commission, puisque je l'ai par tout le monde, et d'ailleurs même elle le dit, on félicite. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Retournement de situation lundi après-midi, où elle dit que non, finalement, Madame van der Leyen n'était pas du tout dans ces négociations. Donc, on va aller plus loin, on va continuer à poser des questions. Virginie Joron, est-ce que ça ne vous rappelle pas une certaine motion de censure dans un pays comme la France qui a été retoquée? On a l'impression qu'il y a une homothétie. Enfin, on va pas comparaison n'est pas raison, mais enfin quand même. Oui. La comparaison, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a une défiance d'une certaine partie de la population représentée par leurs élus contre un exécutif qui fait tout et n'importe quoi. On l'a vu en France, la réforme des retraites n'est pas souhaitée par la majorité des Français, donc forcément, ça se retranscrit dans les différents partis politiques qui ont une autre ligne politique, et idem au niveau du Parlement européen, parce que l'affaire de van der Leyen et de Pfizer-Gate, tout le monde la connaît. En plus, on a tous les éléments prouvant qu'il y a eu des problèmes de transparence avec ces fameux rapports de la médiatrice, de la Cour des comptes, de la plainte du New York Times. On n'a rien inventé. Oui, la plainte du New York Times, oui. On a l'ouverture par le procureur européen, donc tous ces éléments qui démontrent une certaine défiance par rapport à un exécutif et qui effectivement nous poussent à agir, et notamment avec peut-être cet instrument dont je vous ai parlé, la motion de censure. Et là, on verra ce que ça donne. C'est à l'étude. On va voir ce que ça donne. Mais c'est surtout, moi, j'attends de la justice. Que fait le procureur européen? La semaine dernière, elle était en audition ici à Bruxelles. Certaines questions ont été posées à ce sujet. Elle n'a pas voulu trop rentrer dans le vif du débat parce que c'est un sujet très épineux, parce qu'il est problématique. Et on le voit encore aujourd'hui. On l'a vu avec la sortie avec Mme Kyriakides. C'est clair, c'est vraiment un état de fait, et on voit bien, on dit, écoutez, dites ce que vous voulez, comme vous avez dit. Juste dernière question, Virginie Joron, je suppose que vous allez continuer.
Encore plus que jamais, parce que quand je vois ce rapport, comme je vous dis, parce que ça, c'était normalement le point final de tout le travail qu'on a fait pendant cette dernière année, qui est un instrument important parce qu'en fait, ce sont donc des recommandations qui vont être proposées aux États membres pour demain gérer les nouvelles pandémies. Absolument. Et dedans, vous avez aussi, ça touche que la santé. Le problème, ce qu'on voit avec tous ces différents éléments du PULSE, c'est-à-dire que donc la Commission s'est arrogé le pouvoir de la compétence santé qu'elle n'avait pas, et elle nous parle maintenant d'un plan mondial. Donc après, là aussi, on est traité de complotiste, mais moi, j'invente rien, je ne fais que lire les articles produits par cette commission. C'est clair. L'OMS en a parlé. Voilà, la gouvernance mondiale de la santé est en train de se mettre en place. Il n'y a pas de problème quand, par exemple, on préserve la souveraineté, on préserve les intérêts des États membres et surtout quand on est transparent. Parce que le problème avec ce dossier, c'est qu'on se retrouve avec certains États membres qui ont un surstock de vaccins. Comme je l'ai dit, la 4e dose, c'est un flop. On doit être à 17% d'injection au niveau de l'Union européenne. Il y a on a une surdose de vaccins et comment on va les vendre? That is the question. Déjà, la plupart sont périmés. Ouais. La Commission continue à renégocier avec Pfizer parce que c'est quand même eux qui ont le plus gros contrat, donc c'est eux qui ont du stock encore à écouler. Et on se retrouve avec des petits États, comme la Bulgarie, qui se retrouvent dans cet engrenage d'achat et ils n'ont pas les moyens. La Roumanie, c'est pareil. Donc, ça engage aussi les États membres. Et je suis curieux, et je suis quand même attirée de voir que certains États membres ne montent pas au créneau. Alors, la Pologne, elle est montée au créneau. Et là, du coup, elle renégocie autre chose à côté, notamment en termes de défense. Et puis, la crise ukrainienne est pour eux un autre sujet plus important. Mais donc, cet engagement de la Commission a un impact aussi direct auprès des États membres, avec un engagement financier, donc nos impôts à la fin, et aussi, c'est vrai que je pourrais parler des heures sur ces sujets, mais tout le reste, je sais. Mais Virginie Geron, vous savez, un scénariste aurait proposé ça pour un film, on dirait, mais non, c'est absolument invraisemblable, votre truc, réécrivez-moi ça. Merci en tout cas pour vos éclaircissements, et on suit tout ça avec vous. Anis Lajnef, on va commencer avec vous et évidemment on va continuer avec vous après les informations parce que arrive le temps de l'info, mais tout de suite après, alors quand même on expose la chose. Société Générale, BNP Paribas, Exane, Natixis, HSBC visés par des perquisitions dans un scandale de fraude fiscale. Il y a encore quelques jours, je rappelle, on parlait avec vous d'ailleurs aussi Anis Lajnef, on parlait des banques qui ne tiennent plus, qui vacillent, certaines, de la Silicon Valley à la Suisse, en passant par la Deutsche Bank et compagnie. Et là, quand même, le monde en parle, tout le monde en parle. Les banques soupçonnées par le parquet national financier d'avoir permis à leurs clients étrangers d'échapper à l'impôt sur les dividendes grâce à la pratique du COMCOM. Qu'est-ce que c'est COMCOM? On en parle avec vous, Anis Lajnef, tout de suite après les informations. Juste un mot, Anis Lajnef. Est-ce que c'est un vrai grand scandale ou c'est la perpétuation d'une tradition de fraude fiscale, hélas connue? J'irais plutôt pour la seconde version, parce que c'est quelque chose qui est connu, ça fait quand même 20 ans. Ouais. Et c'est connu de tous, c'est sorti en 2018 avec les Comex Files. Et il y a une enquête qui est en route depuis 18 mois, mais c'est quelque chose qui est connu de tout le monde et ce qui est pas du tout caché, parce que même moi qui ai travaillé en salle de marché, c'était très très commun, c'était nos collègues qui travaillaient juste à côté. Je pense qu'on en parlera plus en profondeur après le journal. Voilà, on en... Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors, effectivement, on peut se demander, Anis Lajnef vous l'a dit, qui est avec nous, ex-trader et spécialiste des marchés financiers, on peut se dire, mais on savait ça depuis 1918. D'ailleurs, on l'avait révélé, ce scandale financier, la presse l'avait révélé. En 2018, ce scandale qui fait perdre, je le rappelle, auditeur de Sud Radio, plusieurs milliards d'euros de recettes fiscales à l'État par an.
plusieurs milliards d'euros de recettes fiscales par an. Alors, perquisition énorme au siège des 5 établissements dont on a parlé, là. Alors, 160 enquêteurs du service d'enquête judiciaire des finances, rattachés à Bercy, 16 magistrats répartis sur les différents sites, ainsi que 6 magistrats allemands du parquet de Cologne, dans le cadre de l'entraide judiciaire France et Allemagne. Alors, puisqu'on le sait, Anis Lajnev, pourquoi ces perquisitions gigantesques? On parle de 140 milliards de dollars pour certains, beaucoup moins pour d'autres. En fait, pourquoi? 2 questions. Pourquoi aujourd'hui? Et en fait, c'est quelle ampleur, d'après ce que vous savez? Ok, alors, déjà, là, je vais parler en connaissance de cause, parce que quand on parle d'économie et de monnaie, à titre de vulgarisateur que je parle, mais là, j'étais quand même dans l'œil du cyclone de ces histoires de dividendes, parce que mon desk, c'est-à-dire le groupe dont j'avais la charge dans toutes les banques où j'étais, était voisin, justement, de ces desks qui arbitrent le dividende. Et juste pour vous dire, moi, dans ma carrière, j'ai constamment combattu ces pratiques et je me suis retrouvé au sein de ma propre banque devant, quand je dis 10 avocats, je n'exagère même pas. Ouais, je comprends. C'est-à-dire que en fait, ce qui dérange vraiment les banques quand on challenge, c'est-à-dire challenger, c'est remettre en cause ces pratiques, défier, oui. Ce qui les dérange, c'est quasiment pas qu'on appelle ça l'amende ou le fait d'être pris là. Voilà, les sanctions. Ce qui les dérange, c'est l'image qu'ils peuvent donner au public. Ah oui, parce que en fait, ce qui se passe, c'est on est vraiment à la limite de la régularité. Et moi, ce que je disais aux avocats, à chaque fois, c'est toujours la même phrase, c'est que les actions ne valent que par les intentions. C'est-à-dire que dans tous les montages qu'il y a, à chaque fois, j'arrivais à prouver que le seul but était de justement d'éviter de payer des taxes, des impôts à l'État, des impôts. C'est en fait, les clients doivent échapper à l'impôt sur les dividendes. On essaye par tous les moyens possibles. Voilà, exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que ça se passe dans tous les pays. Et en fait, c'est un peu tout le monde qui, comment utiliser un mot qui ne soit pas vulgaire, tout le monde qui arnaque tout le monde, en fait. Et donc, par exemple, dans la banque où j'étais, c'était un autre État qui était arnaqué, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est très facile. Les étrangers, comme ils ne payent pas d'impôts en France, etc., il y a ce qu'on appelle une taxe forfaitaire qui peut aller, selon les pays, entre 15 et 30%. D'accord. Mais les sur les actifs, sur les actions. Mais les market makers et les banques françaises, comme elles sont ici en France, ou même des entités de Dubaï, parce qu'on a des accords fiscaux avec eux pour ramener leurs capitaux. On leur a promis qu'ils ne paieraient pas justement cette taxe forfaitaire. Donc le but, c'est pour quelqu'un qui doit payer cette taxe, c'est de se débarrasser de ses titres et l'espace de quelques mois, quelques jours, et au final de récupérer ou de ne pas payer ces 15 ou 30% de taxes. Et après, ils se mettent d'accord pour partager justement les frais. Pardon, Anis Lajnev, pour bien comprendre, j'ai un certain nombre d'actions ou d'actifs, etc. Je ne veux pas payer la taxe forfaitaire sur les dividendes de mes actions, effectivement. Parce que je suis étranger. Parce que je suis étranger, bien sûr. Et alors, je les mets où? C'est-à-dire, je fais quoi comme opération précisément? Alors c'est des opérations de... Alors c'est ça qui est incroyable, parce que là, ce que vous voyez, c'est vraiment, je pense, un bon hyper, parce que c'est sophistiqué, mais de plus en plus. Non, mais pour essayer rapidement de comprendre. Alors, le plus simple, le gros, en fait, c'est ce qu'on appelle du prêt-emprunt. C'est des opérations de repo, de TRS, etc. C'est quoi, en fait? C'est juste, je prête ma maison. On va prendre l'exemple de la maison. C'est très simple, parce que c'est concret. Alors, c'est quoi c'est par exemple, je prête ma maison qui est en France à un Français, et le temps que lui touche le loyer, lui il ne paiera pas de taxe sur le loyer, il me redonne mon titre de ma maison une semaine après,
et on se partage le loyer. D'accord, c'est ça. Voilà, moi je vais toucher 92% au lieu de 85%, et lui va toucher 8% de commission. Voilà, oui, d'accord. Alors, sinon, moi, j'échappe à l'impôt forfaitaire. Voilà. Exactement. Alors, avec le cas de Dubaï, c'est un peu plus. Non, mais restons en France. Restons en France. Voilà. Ouais. Donc, oui, je comprends. C'est-à-dire, en fait, je fais et c'est ce qu'on fait, les banques, voilà. Ils trouvent la personne, les interlocuteurs, pour prendre votre magot, pour être vulgaire, enfin, pour être trivial. Et puis, ils le gardent. Lui, il ne paye pas d'impôt dessus. Et puis, vous partagez après une commission. Vous lui donnez une commission. Ouais, d'accord. Exactement, c'est exactement ça. Une autre image qui peut marcher, c'est par exemple les particuliers en Belgique ne payent pas d'impôts sur les loyers. Ouais. Et donc c'est comme si vous aviez une maison qui est sur rail. Le 29 du mois, elle passe de la frontière française à la frontière belge. On touche le loyer en Belgique, hop, on le ramène en France. Ah oui, je convois ma Dubaï, maison en Belgique, enfin c'est évidemment figure, c'est pas ça. Elle est sur territoire belge, elle l'est pas, mais on comprend. C'est un Belge qui l'occupe, donc le Belge, il paye rien là-dessus, et enfin il touche les loyers, et puis voilà. D'accord. Voilà, et il ne paye pas d'impôts. Et pourquoi c'est alors, ça se pratique depuis 2001, c'était un sport national à l'époque quand c'est la saison des dividendes. Ouais. Et au début, c'était très voyant, c'est-à-dire que petit à petit, ça a commencé à être de plus en plus sophistiqué, mais ce qui est complètement injuste, c'est que, en gros, les banques françaises, alors, il n'y a pas de crédit agricole dessus, donc c'est bien aussi de taper sur les banques, et c'est bien aussi de dire quand elles n'ont pas voulu jouer le jeu. Voilà. Donc crédit agricole est en dehors de cette histoire. D'accord, non mais revenons aux banques. Et donc ce qui se passe avec les banques, c'est que en fait, l'État les a sortis de la mouise en 2008, a mis à mal nos finances publiques, on a augmenté notre dette publique de 600 milliards. Les fonctionnaires, entre 2010 et quasiment aujourd'hui, ont vu leur point d'indice gelé. Et de l'autre côté, vous avez des banques qui se rendent complices avec des investisseurs, des hedge funds, des fonds de pension étrangers pour justement arnaquer l'État. On parle pour la France peut-être de quelque chose, alors ça, ce qui est déclaré, c'est 40 milliards. Ouais. Certains disent plus d'ailleurs. L'Allemagne. C'est pas vrai. Moi, je pense que c'est plus. Vous pensez que c'est de l'ordre de 40 à 60 milliards ou presque Juste, j'extrapole sur, je vais pas dire la banque, mais où je travaillais, et j'extrapole avec le nombre de banques, je pense que c'était plus. D'accord. Et ça, c'est sur le dos des contribuables, puisque c'est l'État qui perd. Ouais. Et bien sûr, parce que c'est l'État qui perd. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que derrière, elles sont aidées par la BCE, par l'État. Elles distribuent des dividendes, elles font du rachat d'actions. Et en plus de ça, en fait, ça se ressent. Et alors, le citoyen moyen, il a du mal à comprendre, parce que lui, s'il voit dans la rue une mamie qui se fait arracher son sac, il comprend tout de suite. Bien sûr. Que c'est du vol, etc. Et là, c'est du vol, on va dire, élégant et encore en col blanc, mais c'est du vol qui fait vraiment du mal à la société. Mais c'est carrément du vol à l'arraché, mais à niveau international et niveau mondial, quoi. Exactement. Alors eux, ce qu'ils diront, c'est que oui, on respecte les règles, même s'ils sont à la limite, etc. Mais si on veut regarder les pures intentions, parce que moi j'étais dedans, les pures intentions, c'est réellement d'éviter que les actionnaires payent des dividendes, quoi. Enfin, ou ne payent, des impôts sur leurs dividendes, c'est ça. Exactement, c'est exactement ça. Et ce qui va se passer, c'est ça qui est insupportable, parce que il y a deux choses qui vont se passer, et moi j'ai l'habitude depuis cette année, c'est on va trouver des boucs émissaires, c'est-à-dire qu'on va aller voir le petit trader, on va en mettre 2 ou 3 en pâture, on va payer quelques sanctions, et ça sera un peu comme ce qu'on appelle avec Kerviel, alors que ceux qui en profitent sont les actionnaires, sont les dirigeants, sont les grands responsables des salles de marché, qui sont au courant de tout. Bien sûr. Et ça, c'est ce qui risque d'arriver, donc c'est l'effet bouc émissaire. Et l'autre chose qui arrive, c'est que ça arrive à un mauvais moment où le gouvernement ne va pas vouloir affaiblir encore plus des banques qui sont déjà affaiblies. Et donc, on a un double chantage. Et on avait le chantage du too big to fail. Là, on a le chantage too big to fail, encore une fois, par rapport à si on les sanctionne, si ça va toucher leur... Vous ne voulez pas mettre en faillite nos fleurons Voilà, exactement. Et ça va mettre... Non, c'est pas ça, c'est que ça va mettre en mal les PME, parce que ce sont eux qui financent les PME. Et donc, voilà, on a un too big to fail et un chantage comme ça à la sanction.
parce que ça va toucher directement leurs capitaux propres. Il y en a qui ont mis un peu d'argent de côté, qui ont provisionné les amendes possibles. Et les petits PME, PMU, ils payeront, et eux, ils payeront les sacrés pots cassés, quoi. Eux, s'ils sont dans le rouge, ne serait-ce qu'une semaine ou deux, ils vont payer leur 18% de... Tandis que si vous avez 50 milliards de dettes ou 100 milliards de dettes, tout va bien. Tout va bien. Exactement. Mais en fait, et justement, on est constamment dans cette logique-là. Logique est un bon mot. Merci Anis Lagenève, merci de vos éclaircissements et on va suivre tout cela. Merci beaucoup, merci, au revoir. Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Vous êtes bien dans le face-à-face d'André Berkov sur Sud Radio avec Régis Le Sommier, directeur de la rédaction de Omerta, grand reporter pour son livre Jusqu'au dernier Ukrainien, édité chez Max Milo. Bonjour Régis Le Sommier. Bonjour. Et l'histoire commence, c'est le livre de Régis Le Sommier qui commence comme ça, mais c'est une phrase assez extraordinaire qui a été prononcée par le sénateur Lindsey Graham, le sénateur américain Lindsey Graham. La phrase, c'était le 1er janvier, conférence de presse au Capitole, 1er janvier 2023, donc il y a même pas 3 mois. Et il a dit ceci: je suis satisfait par la voie, VOIE bien sûr, que nous avons prise. Avec les armes américaines et notre argent, l'Ukraine combattra la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. Jusqu'au dernier Ukrainien. Quelle phrase! Et c'est le titre de votre livre, Régis Le Sommier. Vous êtes, et on vous connaît déjà, on disait, j'aime pas la phrase, on ne vous présente plus, si on vous présente. Vous avez été 27 ans à Paris Match, directeur adjoint de la rédaction ensuite, et puis vous restez grand reporter, vous avez été ensuite à RT, et puis vous êtes aujourd'hui directeur de la rédaction de Omerta, la plateforme d'enquête et de reportage sur le web. Alors justement, cette guerre, vous en parlez dans ce livre, et c'est très intéressant parce que vous parlez aussi bien des deux fronts, c'est-à-dire que vous avez été côté ukrainien, enfin ukrainien à Kiev, ukrainien, et puis le côté russophone du Donbass, comme vous avez couvert énormément de guerres et de faits depuis 27 ans, ou 30 ans même, et je dis ça simplement à nos auditeurs parce que vous savez, il n'y a pas de race de journalistes, il n'y a pas de catégorie, mais quand même, il n'est pas mauvais parce que l'espèce se fait rare et c'est très dommage. Des journalistes, des enquêteurs, des reporters qui vont sur le terrain. Il y en a, et heureusement il y en a, mais il n'y en a pas assez par rapport à auparavant, et c'est grave et c'est dommage, parce que c'est très bien de discuter justement sur un plateau, mais c'est encore mieux d'aller voir ce qui se passe et de raconter ce que vous avez fait dans ce livre, Régis Le Sommier. Alors, si on avait à caractériser cette guerre, parce que vous parlez des hommes, vous parlez des gens qui sont là, parce que c'est pas une abstraction la guerre, hein. C'est dégueulasse la guerre quelque part, enfin il y a tout ça. Et en fait, au bout d'années, puisque ça fait deux ans et demi que vous allez un peu part et d'autre, avant même la déclaration, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, vous diriez quoi aujourd'hui? C'est un combat douteux, comme disait Steinbeck. C'est quoi cette guerre russo-ukrainienne qui continue et qui fait des vagues dans le monde entier? Sur ce que j'en ai vu de mon dernier reportage, c'est Verdun plus les drones. Carrément Verdun, vous diriez. La ligne de front aujourd'hui, qu'elle s'étale depuis Vuhledar, Marinka, dans le Donbass, jusqu'au nord, jusqu'à Krymina, Svatovo, dans lequel la zone dans laquelle j'étais, en passant par Bakhmout, tout ce tronçon qui fait plusieurs centaines de kilomètres de long, l'intensité des combats qui ont eu lieu pendant ces derniers mois, l'intensité des combats qui ont toujours lieu aujourd'hui. Je rappelle que le centre de Bakhmout est l'objet d'une guerre intense entre Ukrainiens et Russes. Oui, encore aujourd'hui, alors on parle avec des centaines de morts. Quand je dis Verdun, c'est très précis pour moi parce que j'ai couvert plusieurs guerres. Verdun, ça veut dire qu'on se retrouve dans des paysages parfois où tous les arbres sont brûlés, où les maisons, il reste plus que les socles des maisons et des petits murets à peine d'1 mètre de haut, et les soldats sont enterrés dans les caves et circulent à travers des venelles, c'est-à-dire des tranchées qu'ils ont dès qu'ils conquièrent une position, dès qu'ils grignotent un peu de terrain, ils font des tranchées pour ensuite consolider
consolider ce qu'ils ont pris. Et ce grignotage permanent entre Russes et Ukrainiens, il a lieu depuis des mois avec des duels d'artillerie. C'est surtout là où j'en viens avec Verdun. C'est que moi j'ai eu un grand-père qui a passé 6 mois à Verdun, et je me souviens de ces histoires, et je me souviens justement particulièrement de l'intensité de l'artillerie. J'ai assez rarement dans ma carrière vécu ou partagé des moments avec des soldats vivant dans ces enfers où à 3h du matin il y a un bombardement toute la journée, on s'arrête simplement, je l'ai noté parce que c'est quelque chose, c'est peut-être un petit soupçon d'humanité qui reste parmi les deux belligérants, c'est-à-dire qu'à peu près autour de midi, il y a un peu une pause qui a été un peu décidée tacitement sans accord des chefs avec les soldats, et on bombarde un peu moins pendant ce moment-là. Mais il faut imaginer ces obus de 300 mm qui se baladent au milieu de la campagne, ces sifflements, ces impacts aussi, parce que ça vous brise le cerveau, et ça, je dois avouer que c'est quelque chose, voilà, c'est cet état de guerre. Alors, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, juste un petit détail, c'est que mon livre, moi, que ce soit du côté ukrainien, j'ai moins vécu de choses intenses du côté ukrainien, mais j'ai accompagné des volontaires français qui allaient s'engager dans l'armée ukrainienne. Ce que je veux, c'est vraiment rendre hommage aux hommes qu'on oublie parfois, parce que franchement, ce que vous parliez des analystes, etc., et de ce qu'on peut dire de cette guerre, moi, j'écoute parfois la télévision, les plateaux en continu, les chaînes en continu, et j'ai l'impression que ces gens-là vivent, jouent à la bataille navale. Dans une autre planète, quoi. Ils font non, mais oui. Et derrière, quand on parle d'affrontements, qu'on parle de percées à tel endroit, il y a des hommes qui meurent, il y a et les hommes meurent. Et il y a des gens dans mon livre qui sont morts, que j'ai rencontrés. Et c'est ça, et je veux réamener, rappeler la nature humaine de cette guerre, même si elle est monstrueuse, et ce que ça coûte tous les jours, et quelle est la vie de ces hommes, voilà. Oui, c'est ça. Et alors justement, la vie de ces hommes, parlons-en à un moment donné, puisque vous avez vu donc les volontaires qui venaient se battre pour l'Ukraine, les volontaires étrangers. D'ailleurs, vous avez fait, on en avait parlé déjà un peu, on va pas reparler longuement, mais vous avez fait un peu scandale en disant, il y a quelques mois, que vous disiez qu'il c'était un instructeur américain. Tout à fait, mais ça c'est, oui, bien sûr. Mais comme vous disiez, écoutez, je l'ai vu, je vais pas, même si ça avait été un Coréen du Nord, j'aurais raconté aussi, quoi. Mais la guerre, le titre de mon livre qui provient de cette phrase de Lindsey Graham que vous avez citée, en est l'illustration. Les Américains, ils ont assez peu d'angoisse pour dire qu'ils sont, alors, ils diront pas boots on the ground, parce que pour eux, attention, ça, pour l'opinion américaine, ça rappellerait l'Irak, l'Afghanistan, où les boys sont mais évidemment qu'il y a des conseillers sur place, et même pour nos canons César, je doute qu'on donne comme ça à l'Ukraine une trentaine de canons César sans qu'il y ait des instructeurs, et que subitement des Polonais puissent expliquer aux Ukrainiens comment ça fonctionne. Non, tout ça, c'est évidemment qu'il y a une guerre clandestine qui se joue, il y a une guerre à travers les forces spéciales, donc des parties non visibles des armées, pour évidemment masquer à l'opinion, qu'elle soit américaine ou qu'elle soit française, qu'on est vraiment sur place. Et en fait, c'est ça qu'il faut rappeler. Il faut rappeler ces éléments. Je pense que c'est assez important. Et sur la question effectivement de l'encadrement de l'armée ukrainienne, je vais vous dire une chose très simple, c'est que l'armée ukrainienne, elle a une efficacité peut-être plus importante que l'armée russe. L'armée russe a ses forces, toujours l'artillerie, le côté, la masse critique par rapport à l'Ukraine, qui est une population évidemment moins nombreuse. Donc l'armée russe a des avantages, mais elle a aussi des inconvénients. Elle a très peu, contrairement aux armées occidentales, l'usage des sous-officiers, ce qu'on appelle le NCO aux États-Unis, c'est-à-dire ce dédoublement de l'officier au milieu de la troupe, cette courroie de transmission. Donc c'est plutôt la domination du chef sur ses troupes. Elle fonctionne comme ça, oui, mais elle a toujours fonctionné comme ça. Or, l'Ukraine a adopté bien en amont des critères de l'OTAN, de formation des officiers et des sous-officiers, qui sont plus en correspondance avec les armées modernes occidentales. Donc tout ça, évidemment, ça s'est pas fait du jour au lendemain, et même ça s'est fait bien avant le début de la guerre. Voilà. On va continuer à parler de cette guerre, de ce que ça implique et de ce que Régis Le Sommier a vu et vécu dans ce livre Jusqu'au dernier Ukrainien, que je vous recommande.
Et vous avez la parole sur Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour interpeller Régis Le Sommier sur son livre Jusqu'au dernier Ukrainien, édité chez Max Milo. À tout de suite sur Sud Radio. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Régis Le Sommier, grand reporter, qui raconte dans un livre, encore une fois, que je vous recommande, Jusqu'au dernier Ukrainien. C'est la phrase, vous savez, l'expression de la phrase d'un sénateur américain. Alors, effectivement, Régis Le Sommier, c'est pas la première guerre que vous couvrez, ce ne sera pas, je pense, la dernière. Hélas, on aimerait bien que la paix règne sur le monde, mais au fond, ce qui est tout à fait frappant du point de vue de si on se remettait ici, c'est justement, c'est pour ça que votre livre, je l'aime bien parce qu'il est nuancé au vrai sens du terme, parce que la complexité, la vérité, elle est complexe, elle n'est pas manichéenne, blanc et noir. Et au fond, chez nous, on a tendance à mettre des étiquettes. Ah, ben si vous osez dire que Poutine n'est pas totalement Hitler et que Zelensky n'est pas totalement Churchill, vous êtes à la droite, effectivement, du Führer. C'est plus compliqué que ça, je crois. Non. Oui. Ce que vous avez, vous, vécu dans... moi, j'ai vécu des choses. Je vais vous dire, j'ai aujourd'hui 54 ans. J'ai fait, donc, vous l'avez rappelé, 27 ans de carrière à Paris Match et beaucoup de grands reportages et de guerre. Ce que je trouve assez, quand je faisais mes classes, par exemple, de grands reporters en Irak dans les années 2000, quand on revenait, on avait été, par exemple, j'ai passé beaucoup de temps avec l'armée américaine. D'ailleurs, parmi mes détracteurs, il ferait bien de regarder ce que j'ai fait, parce que je pense que c'est peut-être l'armée avec laquelle j'ai passé le plus de temps, cette fameuse armée américaine. Donc je la connais très bien. Mais à l'époque, on revenait, le sujet sortait, et on se disait, peut-être que nos confrères vont le remarquer. Parfois, on avait fait un sujet très très bon, donc on était content parce que on en parlait. Mais on revenait ici, on était satisfait. D'abord, on était content de rentrer en vie et de rentrer en un seul morceau. Et puis, mais aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est quand vous allez, par exemple, dans le Donbass, vous revenez, vous êtes sur un plateau télé, des gens qui ne sont pas allés, qui n'ont jamais entendu siffler une balle ni quoi que ce soit, vous expliquent les choses et contestent d'ailleurs et vous disent non, ça n'a aucune importance. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Oui, voire, en fait, vous êtes obligé, vous vous faites flinguer à domicile. Et ça, c'est insupportable. Enfin, de mon point de vue, parce que je veux dire, voilà, je rappelais mon âge pour dire, j'ai couvert des guerres avec tout un tas dans toutes les latitudes, et j'ai toujours émis et appliqué les mêmes principes d'excellence journalistique, et c'est ça que c'est pour rappeler le terme, sur mes expériences de terrain. Je vais pas devenir un espion russe à 54 ans. Enfin, tout ça est complètement grotesque, et je vois des gens me prêter des choses, ou essayer de bricoler comme vous, André. On s'aperçoit par exemple quand on regarde Wikipédia que c'est complètement c'est l'objet d'un hold-up. C'est-à-dire que vous avez une description de votre carrière qui n'est pas votre carrière, parce que des gens ont décidé que... Courageusement anonyme d'ailleurs. Oui, toujours souvent anonyme, ou alors souvent les mêmes d'un petit milieu qui a décidé de vous faire la peau, en fait. Et c'est ça qui est terrible, parce que la plupart de ces gens-là ne sont pas dans votre sphère. Enfin, ce ne sont pas des gens qui vont sur le terrain, ce ne sont pas des gens... Et moi, ça me navre de voir ça, parce que c'est déjà assez dur, vous l'expliquiez, d'être, par exemple, d'aller dans les deux camps. Vous savez, moi je suis allé en Ukraine, je suis allé en Russie. D'être dans la complexité. Aujourd'hui, ça m'est très difficile, parce que je suis allé en Russie. Le côté ukrainien m'a dit, votre carte de presse, c'est fini. Ah oui, carrément. Oui, vous êtes allé dans le Donbass, donc vous revenez plus là. Voilà, c'est fini. Et en fait, je me rends compte, hier, j'ai déjeuné avec une collègue, une amie, Dorothée Olyric de France 2, qui a couvert Bakhmout de l'autre côté. C'était passionnant de se retrouver avec une confrère et de discuter et de comparer ce qui se passe côté russe. On était à 20 km l'un de l'autre. Voilà, et au même moment. Et donc, on compare, on s'aperçoit d'ailleurs en comparant que les soldats vivent à peu près la même réalité, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ça change pas grand-chose, malheureusement, aux conditions épouvantables dans lesquelles ils sont. Mais c'est important d'avoir ces deux visions. C'est important. Alors, ok, on peut souhaiter la victoire de l'Ukraine, mais la souhaiter au prix de déformer la vérité ou de ne pas vouloir voir ce qui se passe en face, je trouve que c'est préjudiciable pour notre profession, c'est préjudiciable pour notre santé mentale aussi, parce que ce n'est pas à force d'incantation qu'on va arriver, et moi j'en ai
vu combien sur les plateaux télé expliquant au mois de novembre que des généraux très gradés avec des titres pas possibles qui nous expliquaient que l'armée russe c'était la débandade, c'était fini. On est fin mars là, on va arriver début avril et ça ne s'est pas produit. Et Poutine cancéreux, mourant, etc., avec 25 cancers. Enfin bref, non, mais tout ça, ça fait partie de la propagande. Ça existe dans toutes les guerres. Mais notre travail à nous, journalistes, c'est de ne pas rentrer là-dedans. C'est d'expliquer les choses et de dire voilà, j'y suis allé. Les Ukrainiens là, ils ont merdé. Là, et de le dire. Voilà. Et là, les Russes, moi, je suis allé sur un détail tout simple qu'on entendait. Oui, ils combattent avec un fusil pour deux. Après j'ai regardé d'où ça venait, ça vient de Stalingrad, où en effet les Russes à la fin, il y avait le premier qui arrivait avec son fusil, et le deuxième était derrière, le premier tombait, il prenait le fusil et continuait à monter à l'assaut. Et on l'a dit là pour ici. Mais tout ça, voilà, et d'avoir entendu des généraux nous ressortir ces salades, ils connaissent sans doute très bien leur histoire, mais ce n'est pas le cas. L'armée russe a beaucoup de matériel. Voilà ce que j'ai constaté. Il faut aller sur place pour constater ça. De même que livrer en ce moment avec la fameuse Rasputitsa et de la boue par centaines des blindés avec des roues aux Ukrainiens, c'est pas leur faire un cadeau. Il vaut mieux des chenilles. Enfin, il y a des choses comme ça que vous comprenez parce que vous êtes allé sur place. Vous voulez dire qu'avec la boue actuellement, la gadoue, mais vous imaginez pas, personne ne sait ce que c'est que cette boue. On en parle dans les... Pareil, quand vous marchez dans cette boue, vous avez assez rapidement 2 kilos en plus sur chaque pied. Donc vous imaginez les fantassins. Donc il faut forcément qu'ils soient sur des BMP ou des BTR, c'est-à-dire groupés sur le blindé pour avancer, parce que à pied, 2 kilos de plus sur chaque... vous faites pas des kilomètres et des kilomètres avec ça. Donc ça, c'est une réalité que nous... Rappelez la réalité, le réel, quoi. Tout simplement. Mais si le réel est dérangeant parce qu'il montre que les choses se passent pas aussi bien pour les Ukrainiens et que se passent pas si mal pour les Russes, mais est-ce que ça vaut le coup d'être condamné pour ça ? Or, malheureusement, c'est ce que certains font. Et justement, donc, vous écrivez ce livre, vous racontez encore une fois ce que vous avez vu. Je voudrais juste parler, parce que vous ne venez pas, les guerres, vous ne venez pas d'univers étranger. Votre père était militaire, je rappelle. Votre père était ingénieur en chef dans les sous-marins nucléaires, oui, c'est ça, officier, c'était le numéro 3 du bord. Il s'occupait de ce que les sous-mariniers appellent la chaudière, c'est-à-dire le réacteur, le cœur nucléaire. Le cœur du réacteur. Voilà, c'est lui qui faisait fonctionner la machine et qui emportait et cette enfance liée au secret, au monde de l'île longue, au SNLE, c'est-à-dire à la dissuasion française, le cœur de la dissuasion française, m'a quand même pas mal aussi au niveau des guerres, même si je viens d'une famille de militaires, mais elle m'a aussi très tôt mis la puce à l'oreille. J'ai été très tôt conscient que mon père aller sur l'eau avec à côté de sa couchette, à côté de son oreiller, 500 fois la bombe d'Hiroshima. Et que mon père, ce qu'il faisait sous l'eau, il pouvait très bien aussi appuyer sur un bouton qui fasse disparaître la planète. Donc le risque nucléaire, quand je l'entends brandi par Poutine ou par d'autres, moi ça me rappelle vraiment ce que faisait mon père quand il était jeune et pendant mon enfance, et que oui, il y a un... et c'est ça qui vous a donné l'envie de faire d'aller sur le terrain, en tout cas, reporter, journaliste, certainement de ne pas m'enfermer dans un sous-marin pendant 2 mois et demi et de vivre à l'air libre. Oui, j'ai voulu découvrir la guerre. Non, parce que je voyais mon père quand il revenait au bout de 2 mois et demi, on partait à la montagne pour qu'il puisse s'oxygéner. C'est des métiers très particuliers. J'ai moi-même fait des reportages sur les sous-marins par la suite. Oui, non, c'est sûr que je préfère le grand air, je préfère la liberté que nous donne, vous savez, un soldat américain m'avait dit en Irak un jour, il m'avait dit, je lui ai dit, nous on vient en tant que journaliste partager votre quotidien. Il dit oui, mais la différence c'est, tu vois, ce shithole, cette merde dans laquelle on est. Ce trou, dit, toi tu peux partir quand tu veux. Nous on en a encore pour 6 mois. Donc c'est la grosse différence. Toi c'est un CDD, nous c'est un CDI. Nous on peut partir. Voilà. Très bien. Non, mais c'est vraiment, encore une fois, je renvoie au livre. Prenez le temps de le lire. Comprendre le réel, ce que c'est que le réel. Et après, vous faites votre propre opinion, comme toujours. Vive l'esprit critique. Lucien, je crois que nous avons pas mal de... Oui, beaucoup d'éditeurs nous appellent au 0826 300 300 et vous continuez de nous appeler. Et on reçoit Rodolphe de l'Oise. Bonjour Rodolphe. Bonjour Rodolphe. Bonjour Monsieur Berkoff et bonjour à votre invité.
Alors déjà, première chose, merci pour votre émission, puisque j'ai découvert que ce livre sortait et je vais rapidement l'acquérir pour pouvoir le lire. Je voulais souligner que le mot guerre, comme l'a bien expliqué votre invité, représentait quelque chose d'absolument horrible. Voilà, la réalité de la guerre est horrible. Et qu'on a quand même un président, des politiques et des médias qui utilisent ce mot-là pour tout et n'importe quoi. Guerre économique à la Russie, guerre contre le Covid, scène de guerre quand il y a des manifestations qui dégénèrent. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte de l'irresponsabilité de l'usage de ce mot, quand la réalité, c'est toutes les vidéos qu'on voit de gars dans des trous d'obus qui se font déchiqueter, quoi. Eh oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on emploie guerre à tort et à travers. Oui, moi je me suis déjà exprimé là-dessus. Je trouve ça préjudiciable, d'abord pour l'exercice du pouvoir aussi, cette communication en utilisant toujours des mots, une espèce d'emphase permanente. Et puis, quoi qu'on ait vu, qu'on ait pu apercevoir sur les poubelles qui brûlent à Paris, les véhicules renversés, ça n'a rien à voir avec précisément cette. Vous savez, Bakhmout est surnommé le hachoir à viande. Voilà. Donc déjà rien que ce mot et ce mot, je me suis intéressé sur l'origine de ce mot, et en fait ça vient des Russes juste après que les Allemands ont assiégé Moscou. Les Allemands se sont réfugiés à une quarantaine de quand le ressac, enfin la marée a changé, c'est-à-dire que les Russes ont commencé à monter à l'assaut des lignes allemandes, et c'est un des points où Zhukov envoyait par centaines de milliers ses soldats se heurter à faut se rappeler 20 millions de morts. Voilà. Russes, et le hachoir à viande, il date de cette époque-là, d'une ville à l'ouest de Moscou, et il a été réutilisé. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que tous les jours, vous avez des gens qui meurent ou qui sont déchiquetés par des obus, des éclats d'obus en fusion qui partent à 300 km/h et qui vous rentrent dans le corps. Et ça, il faut penser à ça quand on utilise le mot guerre, quoi. Oui, faites attention. Restez bien avec nous, on se retrouve dans quelques instants. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 pour poser vos questions à Régis Le Sommier sur son livre Jusqu'au dernier Ukrainien, édité chez Max Milo. Et on accueillera Christian de Bordeaux. À tout de suite sur Sud Radio. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous êtes bien dans le face-à-face d'André Berkov sur Sud Radio avec Régis Le Sommier pour son livre Jusqu'au dernier Ukrainien, édité chez Max Milo. Et vous avez la parole sur Sud Radio au 0826 300 300. On accueille Christian de Bordeaux. Bonjour Christian. Bonjour Christian. Oui, bonjour à vous. Merci de m'accueillir, parce que j'essaie plusieurs fois de prendre la parole, mais c'est très difficile. Alors, c'est un sujet. Hélas, on a beaucoup de oui, allez-y, Christian. Oui. Moi, c'est un sujet un peu brûlant, évidemment, mais l'éditeur, la personne qui était intervenue précédemment me dit, elle avait dit, tout le monde est contre la guerre, évidemment, mais ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. On développe des systèmes d'armes terribles. Ouais, c'est clair. Et les Russes sont à la pointe de ce système. Voilà. Les gens ne le savent pas. Moi, je travaillais là-dedans, j'interviens parce que je suis un peu... C'était ridicule de vouloir une paix avec un système comme ça. Les Américains nous guident, nous mènent là-dedans, et c'est celui qui sera le plus fort. Et moi, je suis un peu écœuré là-dessus, parce que le système d'armes russe, il est impressionnant. Voilà. Mais oui, mais enfin, on peut quand même se dire que la paix est souhaitable, Christian, vous ne croyez pas ? Mais évidemment que tout le monde souhaite la paix, tout le monde souhaite le bonheur de chacun et tout ça, mais c'est impossible. On peut le souhaiter, on peut prier. Mais pardon, Christian, on peut souhaiter que la guerre s'arrête quand même s'il y a des armes ultra sophistiquées. C'est pas parce qu'il y a des armes ultra sophistiquées qu'on va vivre avec ça pendant des années. Enfin, j'en sais rien. Hein. Vous avez peut-être raison, mais ce serait triste. Oui. C'est la discussion qui nous amène là-dessus, mais vous savez, c'est pas celui qu'on ne se met jamais en colère volontairement. Je pense qu'on titille les gens. C'est pareil au niveau de l'individuel que dans un groupe, que dans un pays, tout ça. Il y a des choses qui se sont passées, bien sûr, c'est dégueulasse tout ce qui se passe à la guerre. Monsieur Le Sommier était devant, moi j'ai jamais entendu siffler une balle, hein. Mais je ne vais pas faire de leçon de morale. Mais on ne pourra pas, à force d'exciter les gens, à force de menacer, à force de développer des systèmes autour de grands pays qui possèdent sans doute les richesses les plus importantes au monde, et là je pense que c'est le nœud du problème.
on ne pourra pas avoir la paix. C'est impossible. C'est impossible d'après moi. Écoutez, on verra bien, qui vivra verra. Oui. Si on le verra bien. Merci Christian. Lucien. Merci beaucoup Christian. Et on reste dans la Gironde, on va recevoir Yves d'Arcachon. Bonjour Yves. Oui, bonjour à tous les deux. Bonjour Yves. Écoutez, je vais peut-être essayer une réflexion un peu plus légère par rapport à ce qui se dit de la part de M. Le Sommier ou de mon prédécesseur. Par rapport à une balle qui siffle aux oreilles, j'étais chez Danone, j'ai eu comme DRH un ancien officier de carrière qui était capitaine de renseignement de l'armée et puis rédacteur en chef de l'Écho d'Alger, M. Bernard Marion, qui avait beaucoup de panache. D'accord. Et je lui parlais justement qu'un type s'était fait engueuler par le DG, et il a dit, je disais, il a entendu la balle siffler à ses oreilles. Et là, donc, cet officier d'active m'a dit, quand on entend la balle siffler, c'est pas grave. Moi, je l'ai entendu plusieurs fois s'arrêter. Et depuis, je fais du rab, c'est fantastique. Et oui, on vient de parler de ça, c'est ce que disait Régis Sommier, et ce qu'on disait, effectivement. La guerre, il y en a qui en entendent parler, d'autres qui la vivent, et c'est surtout d'ailleurs les soldats, les divers soldats, et ce n'est pas du tout la même chose. Je voudrais peut-être, merci Yves, Julien. Merci beaucoup. Oui, bonjour Julien. Julien, bonjour, vous nous appelez de Marseille. Bonjour Julien. Oui, bonjour André, et un grand bonjour à monsieur Le Sommier. Bonjour monsieur. Je trouve que vous avez beaucoup de courage dans ces temps de dire la vérité, en fait, de faire votre travail tout simplement de journaliste, parce que ça devient de plus en plus difficile. Je pense que le récit est plus important que la vérité, et des gens comme vous, on en a besoin, mais je pense que quand on regarde LCI, BFM, tout ça, on ne montre qu'une facette, et le reste des gens qui disent plus ou moins la vérité, ou qui essayent de démontrer les deux facettes, se font bafouer, quoi. Et on nous a enlevé RT, on a enlevé... Parce qu'on pense que le peuple n'a pas l'intelligence de faire son choix par soi-même, de comprendre les choses par soi-même. Et je pense que votre travail est très bénéfique, mais le problème, c'est que les gens vous conspuent. On vous dit que vous êtes d'extrême droite, que votre patron il est lié à la Russie. C'est incroyable ce qu'on peut dire sur ces choses-là, alors que vous faites juste votre travail. Régis Sommier. Oui, bah écoutez, oui, vous avez, enfin, je vais pas vous donner tort, vous avez même entièrement raison. Non, ce qui est assez, enfin, moi je vois dans ce traitement, j'aime pas me plaindre, et c'est toujours, je préfère démontrer ce que je sais faire ou ce que mes équipes peuvent faire avec Omerta sur le terrain. C'est-à-dire qu'en fait la meilleure parade à tout ça, c'est de s'abonner à Omerta, c'est de regarder ce qu'on fait, de regarder nos 52 minutes, nos documentaires, et puis les formats plus courts qu'on a mis en place, parce que on essaye d'y appliquer ces critères. En fait, c'est la démonstration par l'excellence qu'on essaye de faire. Ensuite, le problème, oui, c'est ce que vous l'avez mentionné, c'est cette espèce de désignation. Vous savez, avec Omerta, on n'avait pas lancé Omerta qu'un journal bien connu, en l'occurrence Libération, avait déjà dit qu'on était d'extrême droite et pro-russe. On avait encore le Omerta n'avait pas encore commencé. Donc on était déjà jugé sur des intentions supposées. Ces intentions ne sont jamais matérialisées. Il suffit de regarder nos documentaires et nos interventions. Nous avons pour principe chez Omerta d'aller sur place. Notre promesse éditoriale, c'est de se dire, on vous parle de l'Iran, on va vous faire un documentaire sur l'Afghanistan. En l'occurrence, je reviens de 15 jours en Afghanistan, et je vais vous raconter ce qui se passe dans le pays. Et ça, c'est pas orienté plus d'un côté ou de l'autre, mais ce que je veux vous dire, voilà, c'est la promesse d'aller sur place et d'essayer au maximum, parce que c'est pas facile, de faire parler tous les acteurs sur un terrain, sur un conflit, sur une catastrophe. Et voilà, c'est ça notre mission, c'est tout, et pas autre chose. Nous avons une auditrice, je crois, une auditrice, Karine du Jura. Bonjour Karine. Bonjour Karine. Bonjour. Bonjour, merci Monsieur Berkoff de me donner la parole, et bravo Monsieur Régis Le Sommier pour votre livre. Je ne l'ai pas lu, mais vous allez le lire. Oui, tout à fait. Vous semblez parler de ce que vous connaissez. Vous êtes expert parce que vous avez connu la guerre.
Alors moi, je vais vous dire, j'ai rencontré beaucoup de jeunes dernièrement et ils veulent tous partir en guerre parce qu'il faut défendre l'Ukraine, il faut défendre ceci, il faut défendre cela. Parce qu'ils s'abreuvent des paroles mensongères des médias mainstream et qui disent que des choses folles, même des commandants otaniens qui disent n'importe quoi, alors que c'est en effet un hachoir à viande là-bas. Il faut le dire très fort. Et il faut empêcher ces guerres et cette guerre. Donc il faut tous, qu'on soit de droite, de gauche, tous, il faut empêcher cette guerre. Et merci, monsieur Le Sommier, parce que franchement, ça fait peur quand vous voyez des jeunes qui ils sont prêts à partir et ils ne savent même pas ce qu'ils vont affronter. Oui, voilà. Je vais réagir sur ce que vous dites. Vous avez entièrement raison. Moi, s'il y a une motivation politique dans ce que je fais, elle est essentiellement d'ordre pacifiste. Oui, je pense qu'il faut éviter à l'Europe, et je reprendrai je suis tout à fait d'accord avec Arnaud Klarsfeld là-dessus, d'être déchiqueté à nouveau. On a oublié les dizaines de millions de morts de la Seconde Guerre mondiale, les dizaines de millions de morts de la Première Guerre mondiale. Et ce qu'il faut dire par rapport à cette capacité ou non de faire la guerre, moi ce que j'ai remarqué, c'est que à la fois du côté ukrainien comme du côté russe sur place, ceux qui font la guerre sont des gens qui sont habitués à vivre à la dure. Les Russes, c'est des peuples résilients. Ce sont des peuples de paysans, de mineurs, oui, et comme les Ukrainiens d'ailleurs. Comme les Ukrainiens. Donc ils se font une guerre très dure. Je ne suis pas sûr personnellement que le jeune Français aujourd'hui ait les capacités physiques de mener une guerre dans des circonstances comme le Donbass que j'ai vécu moi au mois de janvier par des températures de -15 où il faut supporter des duels d'artillerie quasiment non-stop. Donc c'est une chose de se dire oui, on a fait des guerres, notre armée elle est intervenue dans plein d'endroits, mais on a fait des guerres qui jusqu'à présent, il faut pas l'oublier, étaient asymétriques. Il y avait des risques, il y a plein de Français qui sont morts au Sahel, en Irak pour défendre des causes justes, mais c'était des guerres où l'ennemi se dérobait, où l'ennemi faisait des embuscades. Il y avait un rapport du faible au fort. Là, on est face à une guerre conventionnelle, comme on n'en a pas vu en Europe depuis très longtemps, et c'est extrêmement, extrêmement meurtrière. Et on n'a pas l'impression de ça, en fait. Quand on écoute la plupart du temps la façon dont la guerre est narrée, on n'a pas l'impression de cette réalité, de cette dureté, et des hommes, la qualité d'hommes. N'oublions pas que 14-18, si la France a gagné en 14-18, peut-on encore appeler ça une victoire quand on sait ce qui s'est passé 20 ans plus tard avec la montée du nazisme, etc. Quand on a perdu 250 000 hommes tous les ans pendant 4 ans, c'est parce que c'était des paysans qu'on envoyait, c'était des gens qui étaient durs, qui étaient solides. Aujourd'hui, on n'a plus cette qualité d'homme, malheureusement. Et oui, est-ce qu'on est là, en tout cas, lire jusqu'au dernier Ukrainien et surtout se dire que qu'on faut être très lucide aussi, et qu'on oublie le privilège qu'on a d'être en France. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter et à nous appeler. Et merci beaucoup à Régis Le Sommier, directeur de la rédaction de Omerta, grand reporter pour son livre Jusqu'au dernier Ukrainien, édité chez Max Milo. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lay. À tout de suite sur Sud Radio.